Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. En 1865, Jules Verne publiait De la Terre à la Lune, un roman d'anticipation sur le voyage lunaire. Il y décrivait la fabrication d'un immense canon enterré dont l'obus servait de vaisseau spatial. Un siècle plus tard, c'est finalement une méthode différente qui a été choisie pour amener des hommes jusqu'à la surface de notre satellite. Et heureusement, malgré l'imagination fertile de Jules Verne, on a du mal à imaginer comment des êtres vivants pourraient survivre aux fantastiques accélérations produites par un canon. La fusée et le canon sont deux méthodes qui permettent d'utiliser la détente des gaz pour propulser un projectile à grande vitesse. Si la première est aujourd'hui le moyen de prédilection pour les mises en orbite, le second a aussi été envisagé pour des applications spatiales. Le XXe siècle a ainsi connu un ensemble de projets de canons spatiaux. Et aujourd'hui encore, certains acteurs travaillent sur des concepts assez similaires. Avec la révolution industrielle, l'artillerie a fait des progrès foudroyants. Les canons sont devenus sans cesse plus gros, capables de tirer des projectiles plus lourds, plus rapides, voyageant plus haut et plus loin. Ce qui a débouché sur les horreurs de la Première Guerre mondiale. Vers la fin du conflit, les Allemands mirent au point les canons de Paris. Un ensemble de 7 pièces d'artillerie capables d'atteindre la capitale française depuis une position distante de plus de 120 km. Lors des bombardements, les obus grimpaient à plus de 40 km d'altitude dans des vols longs de 3 à 4 minutes. Ils ont détenu le record d'altitude pour un objet artificiel jusqu'à l'invention des V2. En parallèle de ces dernières, l'armée allemande travaillait d'ailleurs sur un autre supercanon, dénommé V3. Il s'agissait de gigantesques tubes munis de chambres de combustion multiples. S'ils n'avaient pas été détruits par les bombardements alliés, ils auraient pu atteindre Londres depuis le Nord-Pas-de-Calais, pulvérisant au passage de nouveaux records d'altitude. Au début de l'ère spatiale, on s'est donc naturellement demandé s'il était possible de pousser la logique encore plus loin. À savoir, amener un obus dans l'espace à plus de 100 km d'altitude par la seule force d'un canon. Et pourquoi pas en faire la base d'un système orbital en y ajoutant des étages de fusée. C'est l'idée derrière le projet HARP, mené par les armées américaines et canadiennes au milieu des années 1960, tout juste 100 ans après la première publication du roman lunaire de Jules Verne. Entre 62 et 66, des canons de plus en plus gros et longs furent assemblés pour le projet. Ils devaient imprimer la plus grande vitesse initiale possible à leurs projectiles. La mise à feu se faisait quasiment à la verticale, car l'objectif affiché était de battre des records de vitesse et d'altitude. Le projet HARP finit par déboucher sur une série de canons affichant un calibre de 410 mm, une longueur de 36 mètres et des caractéristiques impressionnantes. En sortie de bouche, les projectiles voyageaient à plus de 2 km par seconde, soit presque Mach 6. Ils subissaient une accélération pouvant aller jusqu'à 15 000 G. Et c'est un de ces canons qui détient toujours le record d'altitude pour un obus. Le 18 novembre 1966, l'un d'entre eux s'est élevé jusqu'à 180 km au-dessus du niveau de la mer. Cela en fait très clairement un objet suborbital, dépassant par exemple les altitudes atteintes par les vaisseaux New Shepard et Spaceship Two. Les obus tirés lors de ces essais embarquaient d'ailleurs des charges utiles scientifiques pour étudier les propriétés de l'atmosphère et du vide spatial. Le programme prit fin peu après. Il aurait pourtant pu aller beaucoup plus loin. Vers la fin du projet, les obus tirés étaient relativement massifs, affichant plusieurs centaines de kilos. Les équipes d'HARP avaient commencé à concevoir des obus fusées. L'un d'entre eux, dénommé Martlet 3, devait faire appel à la propulsion solide, ce qui lui aurait permis de grimper à 500 km d'altitude, toujours en vol suborbital. Tous les prototypes tirés ont cependant été défectueux. Il y avait juste trop de contraintes à soumettre un moteur fusée à des accélérations de plusieurs milliers de G. Les choses seraient devenues réellement intéressantes avec Martlet 4, un véritable lanceur orbital tiré depuis un canon. Le travail avait commencé dès 1964, mais ne fut jamais complété. Martlet 4 aurait été un lanceur de 8,50 m de long pour 41 cm de diamètre, juste de quoi tenir dans les canons du projet HARP. Après avoir été expulsé, il aurait mis à feu successivement 3 étages à propulsion liquide, ce qui lui aurait permis de placer une centaine de kilos en orbite basse. Ses concepteurs espéraient qu'un tel système permettrait de diminuer les coûts de lancement.
Le projet HARP fut ressuscité un court instant à la fin des années 80 en Irak, sous la forme d'une arme. Gerald Bull, un des principaux ingénieurs du programme américano-canadien, travailla pendant 2 ans à la mise au point d'un supercanon, capable de bombarder l'Iran ou Israël depuis l'Irak, avant d'être assassiné en 1990. L'intérêt pour les canons spatiaux ne s'arrête pas pour autant. À peu près à la même époque, un laboratoire national californien se lançait dans le projet SHARP. Il s'agissait cette fois-ci encore d'imprimer la plus grande vitesse orbitale possible à un projectile, en utilisant cette fois-ci un canon à hydrogène compressé. Ce dernier faisait appel à 2 longs tubes reliés par un angle droit. Dans le premier, de l'hydrogène précompressé, dans le deuxième, un petit projectile de 5 kg. Une explosion chimique devait d'abord augmenter la pression du tube d'hydrogène à plus de 4000 atmosphères. Cette pression était ensuite communiquée au projectile qui était accéléré en une fraction de seconde jusqu'à Mach 9. Les essais furent menés à l'horizontale, mais concluants. Ils devaient là encore mener jusqu'à un système orbital. En augmentant la pression dans le tube d'hydrogène et en levant le tube de tir, il aurait été théoriquement possible de placer un projectile en orbite, sans aucune aide de moteur fusée. Un tel projet, dénommé le lanceur Jules Verne, aurait nécessité un tube de 3,5 km de long, pour un coût estimé à 1 milliard de dollars. Si tous ces systèmes n'ont jamais dépassé l'état de prototype, il y a de bonnes raisons. Malgré sa simplicité apparente, la propulsion par canon présente de nombreux désavantages. À commencer par celui des accélérations. Celles qu'on a évoquées jusqu'à présent se comptent en milliers de G, ce qui limite très franchement le type de charge utile compatible. Évidemment, il faut oublier les vols habités. Un être humain ne peut guère encaisser plus de 10 G sans se mettre sérieusement en danger. Mais même les robots ou les instruments scientifiques seraient drôlement mis à mal par un tel décollage. On imagine franchement très mal confier James Webb à un canon spatial. Il n'y a au final qu'un type de charge utile qui s'accommode bien à ces accélérations. Les matières premières brutes. Eau, ergol ou oxygène par exemple. Dans ce cadre, on peut imaginer le couple canon-obus comme une solution de ravitaillement éventuellement efficace. Encore faut-il régler la question des manœuvres orbitales et être capable d'offrir une capacité réellement intéressante. Aujourd'hui, l'idée d'un canon à poudre ou à hydrogène est quasiment complètement délaissée pour la propulsion spatiale. Certains projets reprennent cependant une partie de ces principes avec des technologies différentes. C'est par exemple le cas de Spin Launch, une start-up qui veut concevoir un micro-lanceur dédié au marché des smallsats. L'entreprise pense qu'en accélérant une fusée avant la mise à feu de ses moteurs, on peut significativement diminuer le travail de ceux-ci, et donc le coût du lancement. Spin Launch ne compte pas sur un canon pour y parvenir, mais plutôt sur une sorte de catapulte. Une centrifugeuse de la taille d'un terrain de foot. Elle doit accélérer la fusée dans un mouvement circulaire jusqu'à une vitesse de 8000 km/h, avant de la relâcher sur sa trajectoire de lancement. L'impulsion serait suffisante pour que le lanceur traverse la quasi-totalité de l'atmosphère avant de devoir allumer ses moteurs. La fusée de Spin Launch n'a ainsi pas besoin d'un premier étage, c'est une sorte de SSTO assisté. Bon, on demande quand même à voir. La méthode suppose de contraintes énormes sur le lanceur. Même si l'accélération peut être progressive, l'effet centrifuge devrait le soumettre à plusieurs milliers de G. Et il faut que le véhicule soit ensuite capable de traverser les couches les plus denses de l'atmosphère à Mach 7. Spin Launch est tout de même parvenu à convaincre l'armée américaine et quelques fonds d'investissement, dont ceux de Google et d'Airbus. Dans un futur plus éloigné, on pourrait imaginer assister les lancements à l'aide d'un canon électromagnétique. S'ils sont longs de plusieurs kilomètres, ces derniers ont l'avantage de pouvoir fournir une accélération plus progressive, peut-être même compatible avec le vol habité. Une petite équipe a travaillé sur un tel concept au sein de la NASA, au milieu des années 90. Leur projet, baptisé StarTram, s'appuyait sur un système de rails magnétiques, de type maglev. Mais pour qu'une telle structure soit réellement efficace, il faudrait qu'elle soit gigantesque et forcément très coûteuse.
Ce type de solution a peut-être plus d'avenir sur la Lune ou sur Mars que sur la Terre. Un canon électromagnétique pourrait se contenter d'une accélération plus faible pour atteindre l'orbite. L'absence ou la quasi-absence d'atmosphère faciliterait aussi grandement les lancements. Cela suppose par contre que la Lune ou Mars soit déjà colonisée, et que la solution soit vue comme suffisamment économique pour abandonner l'utilisation de fusées. Clairement pas pour tout de suite. Bref, les coups de canon du projet HARP sont probablement arrangés aux côtés des autres bizarreries spatiales des années 60, comme le projet Orion ou le lanceur Sea Dragon. On continuera tout de même à surveiller Spin Launch et son lanceur catapulté. Malgré la difficulté du projet, peut-être y a-t-il là une véritable piste pour la réduction des coûts de lancement. Et nous voici déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et de vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 1er mars. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers nos réseaux sociaux et les podcasts. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.